Bonsoir, bienvenue à tous au rendez-vous de l'actualité. L'éducation à la citoyenneté focalise les attentions aux Journées nationales de la gouvernance 2019. Les assises ont lieu à Cotonou. Les participants devront définir les défis à relever. Le projet d'électrification rurale du gouvernement continue de faire des heureux. Louba et Bobet dans la commune de Banter reçoivent désormais de la lumière grâce à l'énergie solaire. 1200 habitations dans chacune des deux localités seront desservies. L'aviation civile internationale a 75 ans. Pour immortaliser la célébration, un timbre-poste est édité et mis en circulation. L'Agence nationale de l'aviation civile a présenté le produit à Cotonou. Les journées nationales de la gouvernance 2019 ont été lancées ce mardi 10 décembre à Cotonou. L'éducation à la citoyenneté, défis, enjeux et perspectives pour le développement du secteur de l'éducation au Bénin. C'est le thème qui a focalisé l'attention ou qui focalise encore les attentions des participants venus du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo, du Mali, de la Guinée, de Madagascar et de l'île Maurice. Ghislain Pouguet, Daniel Ada. Les journées nationales de la gouvernance, ce sont 2 jours meublés essentiellement de communication et de panels. On y discutera d'éducation et de citoyenneté. S'il est vrai que personne ne naît bon citoyen, il est alors d'une impérieuse nécessité de bâtir le matériau humain, notamment la couche juvénile, autour des valeurs cardinales que constituent l'intégrité, la conscience professionnelle, la tolérance, etc. Le premier panel est consacré à l'éducation civique, à l'école primaire et dans les établissements secondaires au Bénin. Les participants feront l'état des lieux, identifieront les défis et enjeux et proposeront des stratégies et actions pour améliorer l'éducation à la citoyenneté dans les écoles. Les délégations étrangères présentes à ces journées partageront avec le Bénin leurs expériences en matière de lutte contre la corruption et d'éducation à la citoyenneté dans les écoles primaires, collèges, lycées et universités. L'éducation civique constitue l'un des défis les plus importants auxquels l'humanité doit faire face de nos jours. Il s'agit d'un déficit intellectuel, moral et politique dont l'actualité est encore rendue plus brûlante par les bouleversements sociaux, économiques et politiques qui modifient au quotidien la structure mondiale et affectent les États, les peuples et les nations. L'édition de cette année des Journées de la gouvernance, selon les propos des organisateurs, a pour objectif de faire prendre conscience aux décideurs et aux citoyens béninois des défis et enjeux liés à la citoyenneté et de proposer des solutions adéquates. Pendant ce temps, c'est la question de la transparence au sein de l'administration territoriale qui préoccupe le ministère de la décentralisation et celui de l'économie et des finances. Un projet portant code d'éthique et de déontologie des élus locaux a été initié à cet effet par l'Inspection générale des affaires administratives à un atelier et s'est ouvert à cette occasion également à Cotonou ce mardi pour la validation du projet. Rebecca Kenjaoundé, Benol Djogwe. Le code d'éthique et de déontologie des élus locaux, c'est un outil de référence qui va contribuer à l'amélioration de la qualité de la gouvernance et par ricochet satisfaire aux exigences communautaires dans l'objectif 14 de la directive du 27 mars 2019 portant code de transparence de gestion des finances au sein de l'UOMOA. Depuis 2016, les ressources transférées aux communes sont en nette progression. Mais que valent ces ressources si nos conseils communaux sont des champs par excellence de conflits d'intérêts? Que valent ces ressources si nos populations se sentent étrangères ou ne se reconnaissent pas dans les choix des dépenses réalisées en leur nom? Il paraît donc impérieux
de mettre en place un outil retraçant les valeurs universelles reconnues, respect de l'usager, du service public, neutralité et impartialité, équité, conscience professionnelle, déterminant les devoirs et obligations exigibles à tous les élus depuis leur installation jusqu'à la fin de leur mandat électif. Depuis 1999, le Bénin s'est engagé dans le processus de la décentralisation. En initiant ce projet de code d'éthique et de déontologie, le gouvernement veut surtout accroître la confiance du public et renforcer l'intégrité des élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit de définir de nouvelles règles devant prévenir notamment toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil communal ou municipal peut influencer son indépendance de décision et d'action dans l'exercice de ses fonctions. Le favoritisme et les malversations, les abus de confiance ou autres inconduites au niveau de nos communes. Ces acteurs du développement à la base ont donc 48 heures pour s'approprier le contenu de ce projet. Un projet qui va contribuer à réduire les dérives et irrégularités qui affectent la qualité de la gouvernance locale au Bénin. Les travaux d'électrification sont achevés à Louba et Gbobé, deux localités de la commune de Banté où l'on peut désormais s'éclairer à la lumière de l'énergie solaire. Les infrastructures mises en service sont destinées à desservir une population de 1200 personnes dans chacune des deux localités. Une délégation conduite par le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie s'est rendue sur place pour procéder à la mise en service officielle des ouvrages d'électrification. Le compte rendu est signé Calvador Arwanou et Renaud Akapo. 2, 1, 0. L'énergie solaire est désormais à portée de main à Gbobé. Le rêve nourri depuis des lustres par les filles et fils de cette région du Bénin profond se concrétise. Cela vaut bien cette ambiance de ferveur qui a ponctué de bout en bout la cérémonie de mise en service des installations. Le jour tant attendu est arrivé. À partir de ce soir, l'obscurité sera chassée de cette localité. Et tout ceci grâce aux actions du président Patrice Talon. Cette centrale est composée de 160 modules solaires de puissance 305 watts crête chacun, de 2 onduleurs réseau de puissance 20 kW crête chacun, de 6 onduleurs chargeurs de puissance 6 kW crête. Les travaux qui ont été réalisés ici sont d'un coût de 340 millions de francs CFA. Et à partir de ce moment, vu l'importance de l'investissement, nous aurons en moyenne 1200 personnes impactées ici à Gbobé. Aussitôt l'énergie solaire rendue disponible à Gbobé, les témoignages se multiplient pour saluer cette initiative de si grande portée. C'est une immense joie aujourd'hui d'avoir ce réseau. Nous vous remercions, nous vous présentons nos sincères gratitudes que vous allez transmettre et au gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Banté continue de bénéficier des bonnes grâces du président Talon. En voici une preuve tangible. Gbobé, chef-lieu de l'arrondissement éponyme, est cité comme l'un des greniers de la commune de Banté. Mais c'est la croix et la bannière pour fouler cette terre à fort potentiel agricole. Aux difficultés d'accès s'ajoute la cruciale question de l'approvisionnement en eau potable. Au détour d'un poignant plaidoyer, le roi de Gbobé a exprimé les autres attentes de sa communauté. Il prie encore pour le président Talon, qu'il soit en bonne santé et qu'il regarde de bons yeux la population de Gbobé, l'arrondissement de Gbobé, puisque il dit en notre dialecte que c'est contre un grand arbre qu'on attache le gros bœuf. Que celui qui est là, il est grand. Il faut s'attacher à lui pour trouver aussi grand. Donc il est attaché
la population est attachée à lui et que Dieu lui donne la santé et qu'il reprenne et que les œuvres qu'il fait ailleurs, qu'on voit, que ces œuvres-là viennent ici aussi, comme ça a commencé aujourd'hui. Seulement que l'eau qu'il boit, il vous montre la qualité. On peut puiser, vous allez voir que c'est bon, mais après, voilà ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup. L'idée d'un château d'eau était en gestation pour étancher de façon saine la soif des populations, mais certaines difficultés persistent. Il est également prévu dans le projet la réalisation d'un château d'eau de 20 mètres cubes. Mais effectivement, il y a des difficultés d'identification de la source de la nappe phréatique. Mais les recherches continuent parce que nous avons le droit de donner satisfaction à ce village qui est le grenier de Banté. Ils ont besoin de l'eau potable et nous devons de leur donner. Les recherches vont se poursuivre. Lougba est l'ultime étape de ce déplacement marathon à travers la commune de Banté. Ici, l'exercice a été le même. La mise en service conjointement effectuée par le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et le chef de l'arrondissement de Lougba a été placée sous l'onction royale. Donc, Ogawa, parti de Talon, salut le président. Il ne sait même pas comment vous saluer. Le salut viendra de Dieu. Et depuis longtemps, nous sommes assoiffés de la lumière dans notre localité. Et on appelle, je pense que le jour J est arrivé aujourd'hui. La mise en service de ces infrastructures va induire des retombées tant en matière de sécurité que sur le plan des activités génératrices de revenus à Lougba. Allons à l'Assemblée nationale où une délégation des membres de l'association Dialyse Vie du Bénin a été reçue en audience par le président Louis Vlavonou. L'association plaide pour plus de suivi par l'État des malades d'insuffisance rénale. Suivons ici le président de la dite association à sa sortie d'audience. Nous sommes venus le voir pour demander son appui auprès du chef de l'État pour que nos camarades qui sont encore en attente de prise en charge puissent vraiment bénéficier de cette prise en charge et commencer à faire la dialyse. Si sans la prise en charge, les gens meurent simplement. Ce n'est pas bon. Nous souhaiterions que le président de l'Assemblée essaye de faire ce plaidoyer avec nous auprès du chef de l'État pour que la dialyse soit mieux revue dans ce pays. Le président était très attristé parce que, connaissant la maladie, il a été très abattu. Dès qu'il nous a vus, c'est comme s'il allait presque couler les larmes. Le président était très attristé et il nous a rassuré qu'il fera ce qu'il peut. Les forces, c'est-à-dire les compétences de l'Assemblée sont limitées en matière de prise en charge de ces pathologies, surtout en matière de prise de loi. Nous avons souhaité que la décision rénale chronique fasse l'objet d'une loi pour nous permettre d'aller à la transplantation rénale. Parce que sans loi, on ne pourra pas vraiment faire les transplantations rénales, surtout pas des donneurs apparentés. C'est notre souhait et il a accepté de nous accompagner dans ce sens. Et voyons à présent cette opération d'insémination artificielle bovine. Elle se déroule à Gogounou et nos reporters sont allés sur le terrain faire le constat. Ils ont interrogé sur place les différents acteurs. Gilles Dansou, Edmond Humbo. Campagne d'insémination artificielle bovine. Le directeur de l'élevage explique le bien fondé de l'opération. Le gouvernement, au regard des ambitions affichées en ce qui concerne la production de lait et de viande, et face à la contrainte majeure que constitue le faible niveau de productivité de nos races locales, a bien voulu faire recours à l'insémination artificielle. Simplement parce que l'insémination artificielle apparaît comme un puissant outil d'amélioration génétique. À titre d'exemple, lorsque nous récoltons l'éjaculat d'un seul taureau, cela permet d'inséminer 200 à 300 vaches. Et les veaux qui en seront issus vont avoir une capacité de production laitière de 3 à 4 litres de lait par jour.
contre 1 litre de lait par vache par jour actuellement. Une opération bien structurée, des démarches scientifiques pour des résultats concluants du laboratoire jusqu'à l'implantation de la semence. On décongèle une paillette, on attend, ça se fait dans de l'eau à 36 degrés ou de 36 degrés pendant 30 secondes, 40 secondes. Et puis, on retire la paillette. On retire la paillette du décongélateur, on nettoie avec du papier buvard. Après quoi, on charge le pistolet. Il y a le pistolet qu'on utilise, on l'appelle aussi seringue, un séminé. On charge la paillette et on coupe. On coupe le bord supérieur. Lorsque vous coupez le bord supérieur, ça veut dire que c'est par là que la semence va ressortir et entrer dans les voies génitales de la femelle. Vous prenez, vous allez, vous videz le rectum de la vache qui contiendrait peut-être des masses fécales. Vous videz pour pouvoir opérer. Là, une fois le rectum vidé, la première chose à faire, c'est de pouvoir saisir le col de l'utérus. Le col de l'utérus. Si vous ne réussissez pas à saisir le col de l'utérus, c'est que vous allez rester là. Après tout le temps, vous ne ferez rien. Maintenant, dès que vous saisissez le col de l'utérus, là, vous pourrez chercher l'entrée du col de l'utérus. Vous avez saisi le col, c'est ça. C'est en ce moment que vous introduisez, vous nettoyez les vulves, vous introduisez le pistolet habillé. À l'entrée du col de l'utérus, vous enlevez, vous déchirez la gaine et la chemise sanitaire. Vous déchirez la chemise sanitaire. Et donc, c'est la gaine seule. La goutte étant à côté aussi, vous pressez, commencez par presser. Ça va, l'ensemble ira. Maintenant, une fois que vous êtes au niveau de l'entrée, vous devez poursuivre votre chemin. Le col a une certaine longueur. Après l'entrée, il faut faire une certaine longueur d'abord, 6 cm, ça dépend de l'animal, 10 cm, et vous entrez dans l'utérus. Dès que vous sortez du col, juste à l'entrée dans l'utérus, vous pressez. Cette insémination bovine participe à coup sûr à une meilleure rentabilité dans le sous-secteur élevage. Les violences basées sur le genre sont au cœur d'une célébration qui a pris fin le lundi 9 décembre dernier à Cotonou. Il s'agit de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La campagne a démarré le 25 novembre dernier et c'est une manière pour le Bénin et les Nations Unies d'inviter les populations à rompre le silence, à dénoncer les violences pour un environnement familial de paix. Henri Fachina, Wenceslas Sarouimou. Embarquement, destination Gambier pour un vernissage international. Une trentaine de minutes plus tard, on arrive à l'hôtel, situé au cœur de la ville sur pilotis. Ici, une cinquantaine d'œuvres d'art plastique meublent ce vernissage dans un paysage exotique. Gambier, la cité sur pilotis, a été choisie à juste titre. Et notre objectif au niveau de la Fédération FAPLAC Bénin, c'est d'innover. Puisque Cotonou, ayant abrité tout le temps des événements, des activités artistiques, nous avons eu quand même l'idée de partager avec les populations de Gambier aujourd'hui le fruit, n'est-ce pas, des réflexions, des créations. Les artistes ont répondu présents à ce rendez-vous international dont le thème est art, plastique et récupération. J'ai abordé le thème du masque africain, mais qui est sur lequel j'ai utilisé la technique du figuratif, du réalisme, mais en même temps j'ai combiné un aspect abstrait dans les deux côtés du tableau. Mais en même temps, comme j'ai dit, j'ai ici appliqué la peinture à l'huile, l'acrylique et également la technique du collage. Donc cette sculpture a été réalisée à partir de bois récupérés, donc j'appelle des déchets de menuiserie. Quand le menuisier tranche la partie qu'il juge utile, il laisse les autres parties qui doivent aller au feu. Je dis désormais, je vais récupérer une partie pour ressortir l'âme du bois et l'esprit du bois.
Et c'est comme ça qu'il y a 3 ans, j'ai commencé par faire ces assemblages. Je suis heureux que ce soit au cours d'une rencontre internationale que pour une première fois, je montre ça au public. Quand je suis inspiré, je me plonge dans la peinture jusqu'au-delà de mes aspirations. Et je travaille surtout, on parle de récupération, moi je travaille surtout avec la terre de chez moi. Vous allez constater que l'ocre est beaucoup plus présent dans mes œuvres. Donc le jaune ocre, pour moi, est significatif parce que quand vous partez chez moi, vous allez voir, c'est très présent dans tout ce que les gens font. D'autres nationalités, africaines et chinoises, ont pris part à ce vernissage. La promotion des œuvres d'art de l'esprit constitue, dans un contexte de mondialisation et de rupture des frontières géographiques, un atout majeur et une source de valeur ajoutée qui permettront de distinguer notre pays dans sa quête de l'émergence culturelle. La Journée internationale des arts plastiques est une initiative béninoise qui s'étend au reste du monde. En attendant, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Burkina Faso et le Togo vont respectivement célébrer chez eux la 7e édition de la Journée internationale des arts plastiques le 4 novembre de l'année prochaine. Ben voilà, mesdames, messieurs, en lieu et place de la Journée mondiale de lutte contre le VBG, vous venez plutôt de suivre les manifestations marquant la 6e Journée internationale des arts plastiques au Bénin. Et venons-en à cette Journée mondiale de lutte contre les VBG et dans le cadre donc de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes, le chapitre béninois de l'Association internationale des femmes juges a initié une conférence publique. Objectif, sensibiliser les femmes des communes de Zé, de Tofo et d'Alada sur la défense des droits de la gente féminine. C'était le lundi 9 décembre dernier à Alada. Simon Vignon et Estelle Dokonou pour plus de détails. Des violences à l'égard des filles et des femmes, on n'en parlera jamais assez. C'est pourquoi le chapitre béninois de l'Association internationale des femmes juges a réuni ces femmes pour les sensibiliser sur la thématique mariage précoce et forcé, manifestation et répression. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de mariage forcé. Et nous voulons dire aux femmes, parce que bien souvent, en raison de la pression sociale, en raison de cette problématique culturelle que nous connaissons tous ou toutes, eh bien, il n'est pas aisé de parler de la question des violences. Et donc, nous voulons inciter ces femmes-là à oser prendre la parole pour dire ce dont elles sont victimes. L'Association internationale des femmes juges, le chapitre béninois est là pour les accompagner, ou du moins pour les orienter. Il y a un numéro vert, le 166, on peut appeler la police quand on a un problème. Mais il est impérieux de savoir qu'il faut sortir du silence, il faut briser le silence et s'exprimer, dire qu'on est victime de violence. Ce n'est pas une tare, il n'y a pas de honte. Le monde bouge, évolue et nos sociétés ne doivent pas rester en marge des mutations positives qui s'y opèrent. C'est donc une occasion pour nos femmes en général et nos filles en particulier de mieux découvrir les attitudes à adopter pour vaincre toutes les formes de violence qu'elles subissent, d'en prendre conscience et de pouvoir mieux faire face aux divers cas de violation de leurs droits. L'autorité préfectorale concernée a réitéré son engagement à œuvrer pour rendre justice à cette couche vulnérable qui constitue un maillon essentiel dans le développement du pays. Chers membres de l'Association internationale des femmes juges du Bénin, j'en suis persuadé, en dépit des inévitables écueils encore sur le chemin, que le bout du tunnel n'est plus qu'une question de temps. J'en suis d'autant plus convaincu que le gouvernement de la rupture et du nouveau départ, sous la houlette de son chef, son Excellence, M. Patrice Talon, s'est très tôt inscrit résolument dans ce même combat. Si pour la plupart les femmes réunies sont analphabètes, leur présence à cette rencontre n'est pas le fruit d'un hasard. Nous l'avons fait à dessein parce que toutes ces femmes-là aussi ont des droits dans la mesure où la lutte que nous faisons, c'est une lutte pour préserver non seulement les droits de la femme, mais aussi pour préserver les droits humains. Et nous estimons que toutes les femmes, quelle que soit leur couche sociale, ont le droit de savoir quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition pour lutter contre les freins, ce qui constitue des obstacles à leur épanouissement, à leur équilibre d'une manière générale.
Au terme de cette séance de sensibilisation, les femmes des communes de Zé, Tofo et Alada seront d'une manière ou d'une autre aguerries pour briser le silence sur les différents types de violences dont elles sont en permanence victimes. Et comment intégrer les femmes au sein des armées et profiter pleinement de leur potentialité? Quelles sont les perspectives du genre dans les forces armées en Afrique? Un atelier international s'est ouvert sur le sujet ce 9 décembre au Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles et de déminage et de dépollution à Ouida. Le point de la seconde ouverture, c'est avec Ghislain Boguet et Daniel Ada. On a beaucoup à apprendre en partageant nos pratiques. Les femmes et leur place dans les forces armées. Le sujet est au centre de cet atelier international sur l'intégration des femmes et la perspective du genre dans les armées. Cet atelier qui court du 9 au 12 décembre réunit des femmes des forces armées du Maroc, de la Tunisie et des pays de la sous-région ouest-africaine. Il est organisé par le Canada. L'atelier qui vous réunira durant les 5 prochains jours se veut une occasion pour discuter de l'intégration des femmes dans les forces armées, des engagements internationaux envers les femmes, la paix et de la sécurité, et de l'importance du leadership dans la promotion d'une culture militaire inclusive et efficace sur le plan opérationnel. Dans les armées, la participation des femmes reste faible, avec des disparités d'une région à une autre. L'atelier de Ouida veut montrer tout l'intérêt de la participation des femmes aux armées et booster leur recrutement. L'évolution de l'environnement culturel et sécurité mondiale exige une adaptation, notamment en ce qui concerne la participation des femmes dans nos organisations militaires. Il est donc important de promouvoir au sein de nos forces une culture inclusive et efficace sur le plan opérationnel. Loin de prôner une égalité des genres, il est question de prendre en compte les sexospécificités pour plus d'efficacité. Lancement ce jour d'un document stratégique entrant dans le cadre des efforts du gouvernement pour un meilleur accès à la planification familiale au Bénin. Il s'agit du plan d'action national budgétisé 2019-2023 du ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Amos Adjovi et Estelle Dokbonou pour le reportage. Maîtriser la démographie pour assurer un meilleur développement socio-économique. C'est dans cette optique que s'inscrit le plan d'action budgétisé 2019-2023 lancé ce 10 décembre par le ministère de la Santé et ses partenaires. Un document par lequel doit passer l'amélioration de la politique d'espacement des naissances pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Un objectif qui se confronte à plusieurs défis. Promouvoir les droits des filles et des femmes à une santé sexuelle et de reproduction de qualité, leur garantir des informations, des services de qualité est une voie royale pour le développement, la lutte contre la pauvreté et les inégalités liées au genre. Pour faire face à ces défis et à l'instar de différentes coopérations multilatérales et bilatérales, l'USAID continue d'apporter un appui substantiel dans l'amélioration des politiques de plaidoyer, de l'offre des services de qualité de santé de la reproduction et la logistique contraceptive à travers ces différents mécanismes de financement. Des résultats de l'enquête démographique de la santé 2017-2023, on peut noter que le Bénin a connu une avancée sur le taux de prévalence contraceptive moderne. Toutefois, des efforts importants restent à faire. C'est justement en se basant sur ces faiblesses issues de la dite évaluation que des stratégies nouvelles ont été identifiées dans le plan d'action national budgétisé pour la planification familiale pour la période 2019-2023. La mise en œuvre de ce plan de deuxième génération et aussi du plan de communication pour la planification familiale nécessite des ressources additionnelles pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est donc le lieu de susciter de nouveaux partenaires afin de mobiliser les ressources nécessaires.
Désormais, l'information et les services de santé de la reproduction devraient être encore plus accessibles pour les jeunes et les femmes au Bénin. Il est attendu à terme du plan d'action 2019-2023 qu'il concourt à de bien meilleurs résultats que celui 2014-2018 qui l'a précédé. Des jeunes formés à l'esprit et à la création d'entreprises. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi s'inscrit à renforcer le potentiel des jeunes entrepreneurs ou aspirants. Elle est soutenue par le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Le séminaire a démarré ce lundi en présence de Bénédicte Kossou et Herman Rodriga-Mégan, nos reporters. D'une idée à un projet et d'un projet à un objet, le processus paraît fastidieux pour certains. Pourtant, il se révèle comme la panacée pour tourner dos au manque d'emploi. Ces jeunes, triés sur le volet, apprennent les techniques de base de l'entrepreneuriat. Marlène a certes déjà créé sa petite entreprise, mais elle sent le besoin de se faire former davantage. En entrepreneuriat, comme dans tout autre domaine, on ne finit pas d'apprendre. Donc on ne rate aucune occasion d'avoir de nouvelles compétences, de connaître de nouvelles personnes, d'agrandir le réseau de connaissances qu'on peut avoir en vue de grandir en tant que personne, mais en tant qu'entreprise également. Ce séminaire sur le développement de l'esprit d'entreprise et la création d'entreprise se veut être alors le détonateur de potentiels mis en veilleuse ou faiblement exploités. Le but final de cette formation est de stimuler le lancement des entreprises, d'augmenter le nombre d'emplois qu'elles peuvent offrir et d'améliorer leur rentabilité. L'idée est portée par le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur qui se joint à la NPE. Les graines du présent, fruits du futur, seront mis dans le sol fertile de la formation, arrosés à l'eau de la motivation. Ce soutien est pour nous un devoir envers la terre de nos ancêtres. Un devoir pour répondre à l'appel du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a demandé à ce que l'expertise de la diaspora, l'expérience de la diaspora soit mise à la disposition de ce pays qui en a tant besoin. L'entrepreneuriat, plus qu'un concept, c'est la porte de sortie dans un environnement où l'emploi salarié se raréfie, un mot d'ordre que tente d'inculquer la NPE à ces jeunes gens qui veulent s'informer et se former. Je voulais annoncer un titre. Le Bénin a marqué d'une pierre blanche le 75e anniversaire de l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Un timbre-poste a été édité à cet effet par l'Agence nationale de l'Aviation Civile en partenariat avec la Poste du Bénin. Le produit a été officiellement mis en circulation ce lundi au cours d'une cérémonie à l'ANAC à Cotonou. Jean-Claude James, Mathieu Soken. C'est la fin du suspense. Les responsables des deux structures publiques présentent à l'assistance le nouvel ambassadeur de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à travers le monde. Un timbre-poste spécial 75 ans de l'OACI. Qu'est-ce que la Poste fait de mieux, sinon de faire des timbres qui font voyager aussi bien les colis que les courriers. Et nous aussi, Aviation Civile, nous faisons voyager aussi bien les hommes que les colis, que les courriers, que la poste. Nous sommes alors entendus pour nous mettre ensemble et éditer ces timbres-postes qui, comme vous le savez, sont des éléments pour immortaliser un événement. L'Agence nationale de l'aviation civile ANAC a réussi le pari et chaque partie prenante en tire profit. En nous associant à cet événement, vous nous offrez une excellente occasion de rappeler l'importance du timbre à l'ère du numérique. Aussi, me plaît-il de rappeler que cet acte d'édition spécifique de timbre contribue au renforcement de la visibilité de notre pays et par ricochet faire grandir l'ANAC au Bénin au sein de l'OACI. Désormais, vos courriers et colis seront à destination sous la bannière de ce timbre-poste, une source de devises pour le Bénin. Et c'est tout pour ce 20h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.